Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Le Hack. Je suis accompagné de Patrick. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Patrick Jean-Tuzello. Je suis le CEO et fondateur de Fuzzing Labs. Et j'ai créé Fuzzing Labs depuis maintenant 5 ans. Et donc, on fait de la sécurité offensive. On est une vingtaine. On est basé au sud de Paris, en France. Et voilà, recherche de vulnérabilité offensive. Très intéressant. J'ai assisté à ta conférence à Le Hack, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se parle là, où tu as abordé sur l'usage de l'intelligence artificielle dans un contexte offensif et avec un titre un peu provocateur du type Mythos, parce qu'à l'époque, parce qu'au moment où on enregistre, Mythos est vraiment rendu passé parce qu'on a l'équivalent maintenant chez OpenAI qui s'est énervé et qui a créé un peu de grabuge. Donc, on est sur cet univers-là. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un Mythos dans les mains? Et c'est comme ça que tu as démarré ta conférence. Puis j'aimerais ça juste que tu fasses un tour, puis on va aller sur des questions après. Ouais, complètement. Ouais, le titre volontairement provocateur en quelque sorte, avec un jeu de mots français, qui était donc le titre français, c'est pas besoin d'être un mythos pour faire de la sécurité offensive. Ouais, c'était la keynote de l'EHAC. J'étais ravi de pouvoir la donner. Et le TLDR, c'est justement au moment où j'ai discuté avec les organisateurs pour faire la keynote. C'était même c'était même plus c'était même encore plus en avance que avant la sortie de Mythos. C'était il y a Mythos, mais il est trop dangereux, on peut pas le sortir. Euh, Après, entre-temps, ils se sont dit bon, en fait, il est très dangereux. On peut pas vous le donner. Bon, entre-temps, ils ont récupéré des GPU, donc ils pouvaient nous le donner. En tout cas, ils pouvaient le fournir à l'utilisateur. Donc, bon, changement de mindset et ok, on va vous le donner. Et après, bon, on va vous le donner, mais que pendant, ça a duré 48 heures. Et après, c'est les États-Unis qui ont dit non, non, mais vous allez pas le donner. Et voilà. Donc, ce qui pose plein de problèmes, notamment sur, on va dire, aussi des questions de souveraineté, le fait que les États-Unis, ou en tout cas des gouvernements, sont capables de décider si oui ou non tu as accès à tel ou tel outil. Et donc ça consolide encore plus la keynote qui était vraiment sur, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un mythos, il y a besoin d'avoir pour faire de la sécurité offensive, pour trouver des vulnérabilités. Enfin, on le faisait avant Mythos. Donc Mythos et on va dire les LLM, ce sont des outils en plus dans notre toolbox. Et donc il faut les comprendre, les rajouter dans notre toolbox et les exploiter du mieux possible. Mais oui, l'avantage c'est qu'il n'y a pas que Mythos, et la preuve, OpenAI en a sorti de nouveaux. Des modèles chinois en open weight sont sortis aussi là au moment où on se parle. Ils sont pas au niveau d'un Mythos, mais c'est quand même des très très bons modèles, etc. Et de toute manière, on va dire, en moyenne, il faut attendre 6 mois avant d'avoir un modèle open weight. Entre le modèle, on va dire frontière qui sort close source, et le modèle open weight équivalent, il se passe à peu près 6 mois, voire moins. Donc voilà. Donc tout le but était de dire, pas besoin si vous avez Mythos, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire des choses, vous pouvez quand même développer des systèmes, utiliser des outils comme Hermès, etc. Et essayer de mieux comprendre et faire des agents et trouver des vulnérabilités avec. Oui, c'est très intéressant. C'est notamment pour ça que ta conférence m'a accroché. Puis j'ai trouvé ça très intéressant parce que, tu revenais sur Terre, surtout après cette envolée extrême avec Mythos, Fable et tout ce que ça a fait, et toute l'amplification marketing qui entoure ça. Puis on l'a vu encore même la semaine dernière où là, c'est OpenAI qui a une enflure marketing avec un agent qui s'enfuit automatiquement. Puis c'est comme s'il partait comme ça. Ça, c'est très drôle. Tu as ramené ça de l'autre côté, dans le fond, dans un contexte plus pragmatique. Comme vous avez fait dans le fond, dans ta société, vous avez regardé qu'est-ce que c'était. Et c'est un peu ça aussi, la présentation qui est là. Qu'est-ce qui est possible de faire avec les modèles open weight? Qu'est-ce qui est possible de faire avec du matériel accessible qu'on peut se procurer soi-même pour travailler avec ça? Et comment on peut, ce qu'on appelle des harness, mais comment on peut amener ces moteurs-là, open weight essentiellement, à contribuer de façon efficace sans avoir un gros mythos, mais d'arriver quand même dans l'absolu à une qualité qu'on pourrait dire comparable à mythos. Oui, oui, complètement. De toute façon, c'est toujours faut que les gens comprennent que
C'est toujours cette notion de spécialisation en fait. Un plus petit modèle avec les bons outils, les bonnes connaissances et avec un process clair va avoir des résultats équivalents voire supérieurs et potentiellement un peu plus reproductibles, donc un peu moins non déterministe qu'un gros modèle frontière qui lui va juste cramer un maximum de tokens. Oui, et plus intelligent entre guillemets, mais va en quelque sorte moins être guidé, etc. Donc c'est toujours un trade-off. Euh, nous pour le coup, en tout cas, Fuzzing Labs, comme le nom l'indique dans le nom, nous on fait du fuzzing depuis des années. Euh, L'analogie que j'aime bien dire, le fuzzing, c'est une technique pour trouver des vulnérabilités automatiquement ou en semi-automatique. Et on injecte des inputs à l'intérieur d'un programme et on monitore ce qui se passe, donc en sorte qu'ils soient plus ou moins intelligents, ces inputs. Et l'analogie est assez intéressante parce que quand on fait du fuzzing, on se rend compte que oui, on peut utiliser un framework de fuzzing classique, le lancer sur une cible, générer plein de choses aléatoires et récupérer un certain nombre de coverage et aller un peu plus loin comme ça dans la couverture de la target qu'on vise. Et on peut prendre du temps et essayer d'analyser nous-mêmes la target, peut-être faire du reverse, peut-être essayer de comprendre c'est quoi le protocole, c'est quoi le format de fichier d'entrée, créer un corpus plus important. Et c'est toujours cette notion de trade-off entre est-ce que je laisse le faiseur faire son truc en full automatique et moi je j'alloue pas de temps personnel, ou est-ce que j'alloue du temps personnel en plus et je vais améliorer ses résultats et le faire aller plus loin. Les agents, c'est exactement la même chose. Enfin, les agents et LLM, c'est la même chose. Est-ce que je lui lâche juste un prompt sur un gros modèle frontière et je lui dis débrouille-toi et j'attends des résultats, ou est-ce que je fais un travail en amont, je lui donne accès à des MCP, je lui donne accès à des tools, à des skills, je fais de la recherche, je lui donne un peu un knowledge graph, je lui augmente son contexte pour que quand il débute son analyse, il ait tout de suite des meilleurs résultats, ou en tout cas un contexte un peu plus affiné. Et cette notion de trade-off, je pense que les gens s'en rendent pas assez compte. Soit ils pensent que ça va être une boîte magique et après, si tu veux que ce soit une boîte magique et que tu veux des bons résultats, tu vas devoir payer plus en token. Mais si tu veux payer moins en token ou utiliser des plus petits modèles, bah là, tu as aussi, toi, tes propres tokens à utiliser pour faire en sorte d'avoir des meilleurs résultats. Oui, tout à fait. Puis c'est aussi ça qui est très intéressant dans l'approche, c'est qu'on n'est pas justement tu prêches pas pour le full automatique. Si on est vraiment dans un contexte où il y a eu, puis là, ça fait plus qu'un an que vous le faites avec de l'intelligence artificielle, donc vous avez pu même améliorer vos bases de connaissances qui appuient les modèles et vont plus loin. Mais pour avoir vu, tu sais, c'est pour ceux qui ont commencé à jouer avec du Hermès ou un peu de l'argentique, c'est assez imbécile comme stratégie. Si on le guide pas bien, il va partir dans la lune, on sait pas qu'est-ce qu'il fait, puis on sait pas. Pour démarrer, ça peut toujours faire, mais il faut raffiner rapidement ces chemins-là parce il prend de très, très longs chemins de réflexion avant d'arriver. Et les tokens humains sont généralement beaucoup plus rapides à atteindre l'objectif. Donc, il faut entraîner les modèles et les amener comme ça et donc les spécialiser. Et quand tu parles de spécialiser, est-ce que tu parles de mettre des harness auto ou tu parles vraiment de faire de l'entraînement de modèles ou de raffinement de modèles qui vont justement être encore plus efficaces dans votre contexte? Ouais, c'est une très bonne question. Bah, nous, la plateforme qu'on développe, on développe notre plateforme depuis un an maintenant. Donc, c'est une plateforme d'orchestration d'agents IA spécialisés pour faire de la recherche de vulnérabilité offensive. Et donc, nous, dans ce contexte, oui, on développe des agents spécialisés. On a plusieurs, on va dire, une sorte de plusieurs niveaux de versionning ou en tout cas de capacité d'agents. Pour nous, des agents qui vont être assez minimales, ça va être typiquement on va dire des harness qui existent déjà. On pourrait penser à du Hermès, etc., où on va juste lui donner accès à des choses, donc des skills, des knowledge graph, donc de la connaissance, des MCP, donc des tools, des prompts, etc., une identité en tant que telle. Donc ça va être un peu, on va dire, le niveau assez un peu basique plus d'un agent. Là déjà avec ça, ça commence déjà à être un spécialiste. Et après oui, on va commencer autrement à faire des harness, en tout cas des agents beaucoup plus spécialisés, où là on représente bien notre workflow, notre process dedans. Et ça, typiquement, on va utiliser par exemple l'ADK de Google. Donc on va vraiment coder des agents
en utilisant l'ADK, et ça va être le meilleur moyen pour nous de retranscrire réellement le processus. Par exemple, si on se dit tu as un agent qui est expert en analyse d'applications Android, voilà, il y a tout un processus qui est j'ai une application Android, je décompile, j'analyse, j'utilise tel outil, j'indique, etc. ou autre, je vais regarder tel et tel fichier, je regarde euh, les permissions, etc. Voilà, il y a tout un process d'analyse, et ça, le meilleur moyen de le retranscrire, ça va être typiquement en codant un agent avec un framework agentique. Donc, typiquement Google ADK, nous on utilise, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a typiquement l'ADK d'OpenAI, LangChain, etc. Bref. Et après, le dernier niveau d'amélioration, et c'est quelque chose sur lequel on est en train de faire de la recherche et de tester pas mal de choses, c'est typiquement fine-tuner ses propres modèles. Donc ça, nous, on est en train de regarder. Nous, on pense clairement qu'on va avoir des meilleurs résultats. Mais pour être capable de le savoir, il faut avoir tout un système de benchmarking. Et ça, c'est une grosse problématique en sécurité offensive. Il n'y a pas trop de benchmark euh, à ce niveau-là. Il y a quelques initiatives, etc., à droite à gauche, mais nous, on est en train de faire notre propre système de benchmark, justement pour pouvoir tester ces différents niveaux d'agents et pour pouvoir justement tester on va dire le niveau final, qui serait les agents existants d'avant, mais avec un modèle fine-tuné. Et là, on pourra vraiment évaluer ses capacités. Est-ce que le fait de fine-tuner, ça va surtout nous donner des meilleurs résultats, ou est-ce que ça va nous donner les mêmes résultats, mais peut-être en utilisant moins de tokens? Donc, essayer d'identifier les pour et contre. Mais par contre, pareil, c'est tout le temps un trade-off aussi, parce que avoir un modèle fine-tuné typiquement pour un agent, imaginons un agent Android, nous des agents on en a possiblement des centaines ou à terme des milliers. Imaginons que notre client va vouloir utiliser cet agent-là, ça veut aussi dire que le fait d'utiliser cet agent avec ce modèle fine-tuné, ça va nécessiter de loader ce modèle au moment de l'utilisation, ce qui va forcément prendre de la ressource au niveau GPU et sur son serveur d'inférence, etc., etc. Et donc là, c'est vraiment du trade-off. Pareil, là, des discussions qu'on a avec des clients typiquement, ils nous disent non, mais en fait, nous, notre serveur d'inférence va être capable de faire tourner je sais pas moi, un Kimi 3 ou un GDM 5.2, et c'est tout. Il y aura que ce gros modèle qui tourne, c'est tout. Il n'y en aura pas d'autres. Parce que le hardware fait que ils sont pas capables aussi de loader d'autres modèles, etc. Et ça va être providé sur un certain nombre de clients. Et donc là, typiquement, l'intérêt de faire du fine-tuning est un peu limité, parce que tant qu'à faire, il vaut mieux utiliser le modèle qu'ils ont de disponible. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à avoir de manière assez récurrente avec différents clients qui nous disent aussi, autrement, nous, on va utiliser je sais pas, on a un partenariat avec Mistral et donc on va avoir accès à des modèles de Mistral en API, mais sur on va dire un gros Mistral qui tourne en local, ou pareil, on utilise Copilot, et donc on va pouvoir utiliser de l'API. Donc comme nous on est un peu en bring your own LLM, en fait que ce soit de l'API ou que ce soit du local, on s'adapte. Et donc voilà, typiquement si c'est de l'API, ils vont pas être capables de faire tourner un modèle local sur un serveur d'inférence, sauf DGXPark par exemple. Mais en tout cas pour l'instant, ils vont pas ils vont pas avoir ce truc-là. Donc oui, on vise ces recherches-là, mais en fait opérationnellement, c'est pas forcément le meilleur move, en tout cas. Ce qui est très intéressant dans ce que tu mentionnes, c'est que vous allez benchmarker, ce qui est une très bonne chose parce que pour ce qui est beaucoup ce que j'entends autour de moi, les gens se précipitent dans l'usage de l'intelligence artificielle, peu importe la fonction, sans prendre le temps de mesurer les gains obtenus par ça et des fois d'admettre qu'il n'y a pas de gain ou c'est plus coûteux ou ce que les compagnies américaines sont en train de faire sur la place publique, là, sont en train de déballer ce que tout le monde savait, mais que toute personne voulait admettre, que c'est pas tant rentable que ça. C'est pas tout le temps rentable d'utiliser du LLM, puis tout dépendant de ce qu'on veut faire avec, pour arriver à des tâches qui parfois sont plus faciles à faire de façon humaine, ou qu'on est mieux de mieux adapter l'outil. Puis c'est aussi, j'aime ça, la façon dont tu le présentes, parce que c'est rare que je l'entends. Les gens disent, oui, on va prendre tel outil ou tel API ou tel ça. On va optimiser le nombre de tokens, on va faire ça. Les gens sont juste comme,
YOLO, on fonce dans le modèle, puis on va espérer qu'il se passe quelque chose. Ce qui est, à mon avis, en tout cas pas la meilleure approche à prendre avec ce genre d'outils-là. Là. Ouais, bah ça complètement. Hein. Ça, on le voit de plus en plus. Mais en plus, la vérité, c'est que même quand tu vois, typiquement, mes équipes de dev, eux, crament énormément de tokens. L'abonnement Cloud ou d'autres abonnements, on les exploite plutôt bien. Euh, et la vérité, c'est qu'en fait, déjà maintenant, on a atteint déjà un certain niveau de qualité, ne serait-ce qu'avec si on prend Anthropic, en plus 4.6, 4.7, 4.8, déjà, en fait, rien qu'avec ça, on a déjà atteint un certain niveau de qualité qui est assez, en tout cas, opérationnellement, de tous les jours, ça fait déjà très largement le travail. Donc, il y a vraiment une course à aussi l'amélioration des modèles et forcément, eux, augmentent le coût des tokens sur des gros modèles que pas tout le monde qui en a besoin ou possiblement tu en as besoin qu'à un instant T. Tu veux planifier le développement d'une application, oui, tu vas te mettre en mode plan et tu vas utiliser un Fab 5 ou plus 5 et tu vas dépenser beaucoup de tokens à ce moment-là parce que tu veux un plan détaillé. Mais après, une fois qu'il y a ces sous-tâches, tu peux utiliser des plus petits modèles. Et nous, c'est factuellement, c'est exactement ce qu'on fait dans notre plateforme Phosphore. On a le gros modèle orchestrateur, qui lui est un gros modèle, qui va orchestrer et qui va créer des tickets pour ces sous-agents spécialisés. Et en fait, euh, les sous-agents spécialisés n'utilisent pas forcément des gros modèles. Nous, justement, on optimise un modèle qui fait le modèle Scribe, enfin l'agent Scribe qui fait les reports. Il n'a pas besoin d'avoir un Opus 4.8 ou un Fab 5. Un petit modèle, ça marche très bien. Il fera très bien le travail. Donc, voir certaines tâches, on n'a pas besoin de modèle, d'où aussi on utilise des MCP. Et en fait, on se rend compte assez rapidement, c'est que des fois, en fait, ça nous donne aussi des idées d'outils à développer. On dit, bah, en fait, cette tâche-là, oui, je peux la faire à un agent, mais en fait, je pourrais très bien juste développer l'outil. Et justement, j'économise en token, j'ai quelque chose de déterministe. Donc voilà, en fait, on passe aussi sur un schéma où toujours la même chose du trade-off. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un modèle, un petit ou un gros, ou est-ce qu'au bout d'un moment, il faut pas mieux utiliser un gros pour développer un outil qui va me permettre d'être déterministe et d'avoir un résultat aussi qui sera pas mal de manière constante. Oui, puis je trouve ça très intéressant parce que dans le cas du moins dans l'espace public, on en parle peu de ces choix-là parce que c'est ce que je fais aussi là, pour m'amuser un peu. Des fois, pour le plaisir de jouer avec, je joue avec l'agent Hermès, puis je le vois qui est un peu, des fois, il pas tant. Et à terme, je préférais développer un script déterministe qui aurait fait le même travail que j'aurais demandé à l'agent de faire à terme. Et j'économise. Bon, là, dans ce cas-ci, pas nécessairement en token, mais en puissance ou en chaleur dans mon bureau pour éviter que le modèle roule inutilement ou pour livrer qui a pas de ce qui n'a pas de valeur. Et donc, ça vient justement, comme tu le mentionnes, c'est exactement la même chose. Puis je pense que tous les gens qui moindrement sont confrontés à ça font. Maintenant, on abandonne l'usage du modèle pour tout faire. On demande au modèle de nous développer les outils pour faire correctement le travail, donc d'une approche différente. Et vous, dans ce regard-là, parce que vous avez quand même un peu plus qu'un an maintenant d'expérience, comment vous tracez la ligne sur la sélection et à quel moment, là, parce qu'il y a un peu de gut feeling là-dedans, mais au-delà de ça, probablement qu'il y a une approche plus structurée que vous avez pour établir le moment où vous allez décider OK, ben là, on va sur le LLM, on va sur le gros, on va sur le moyen, on va sur le petit, ou on demande au gros, fais-moi un script ou un programme qui fait mon travail, au lieu de demander au gros de le faire constamment et à répétition. Ouais, bah complètement. Là actuellement, on a vraiment une phase où on prend des use cases clients, des applis, des choses comme ça. On va faire le travail en amont. Typiquement, on va utiliser, oui, un Cloud Code si jamais c'est sur de la data, on va dire non critique. Donc, on va utiliser du Cloud Code. On va essayer de lister, ok, c'est quoi un peu le process que j'ai fait en faisant cette analyse manuellement. Donc documenter un maximum toute notre recherche, utiliser de la documentation aussi existante, etc. On se crée un peu cette sorte
un peu comme si on faisait un workshop pour l'agent en fait. On fait la recherche, on documente tout, aussi bien pour pouvoir le montrer aux autres gens de l'équipe, mais aussi pour pouvoir après l'expliquer à l'agent. Et après justement, on passe dans cette phase de développement d'agents, et à ce moment-là, on utilise quelques modèles. Et donc là, c'est vraiment du testing. Donc là, on fait beaucoup de choses manuelles. On est en train de bosser justement sur tout le framework de benchmark. Et dans les prochains mois, justement, on sera capable de dire, euh, lance le, tous les agents et sous-agents que j'ai développés, lance-le avec tel modèle, tel sous-agent, on va dire Android. En fait, me lance pas un sous-agent Android, mais lance-moi-en trois, et chacun d'entre eux avec des modèles différents. Et après, c'est la même tâche. On duplique la tâche, on la donne à trois personnes. Donc forcément, ça coûte 3 fois plus en token, mais après, au final, si on fait tourner les modèles en local, en fait, c'est du temps GPU qu'on dépense, mais ça nous permet aussi comme ça d'avoir une sorte de lisser aussi ce non-déterminisme et cette différence de niveau de modèle, et de pouvoir justement évaluer les résultats. Donc on fait souvent ça. Une tâche, on la duplique en trois, on la donne à trois agents, 3 fois le même agent mais avec des modèles différents. Et aussi une variante de ça, c'est tu donnes une tâche et tu la fais faire 5 fois d'affilée par le même agent. euh, 5 fois ou 10 fois. Et là, c'est pareil. Le but, c'est de lisser le non-déterminisme. Ça, typiquement, ça s'applique bien quand tu as des agents, par exemple, pour de l'audit de code. On a un agent qui fait de l'audit de code en C. En fait, on va lui dire, trouve des vulnérabilités dedans. Et ben justement, on va lui demander de le faire 5 fois d'affilée. Et en fait, on va avoir un certain nombre de findings différents à chaque run. Et après, on merge le tout. Euh, et on essaie de lisser Quand, le quand vous le faites non-déterminisme. de façon répétée comme ça, est-ce que vous lui redonnez à partir de zéro le pas de contexte à partir de zéro, ou vous réalimentez la séquence précédente pour qu'il continue dessus, ou c'est quelle l'approche qui fonctionne le mieux pour vous autres? C'est une super bonne question, et en fait idéalement tu as envie de faire les deux, parce que sur certains modèles, oui, le fait de redonner le travail du run d'avant et donc le contexte amélioré, il va aller plus loin, mais de l'autre côté tu risques aussi de le biaiser parce qu'il va peut-être continuer à aller chercher ce qu'il a déjà vu. C'est tout l'intérêt, et c'est toute la force de faire de l'orchestration d'agents, et c'est là où on s'en rend compte encore plus en ayant développé la plateforme. C'est justement cette capacité à pouvoir dire ok, justement fais 5 fois avec le même contexte initial qui bouge pas, ou fais 5 fois mais en itérant et en récupérant le résultat d'avant. euh, et oui, on a des résultats différents. Maintenant, pour être honnête, on n'a pas notre capacité de benchmark, elle n'est pas encore assez évoluée pour qu'on ait une vraie métrique claire, et tu vois, qu'on puisse le savoir en un clic. Mais clairement, oui, c'est le but, et, euh, et, et ça continuera d'être le cas au fur et à mesure, parce que de manière assez pragmatique, là, on le fait avec des agents, mais la vérité, euh, c'est qu'on n'avait pas déjà en sécurité offensive de manière générale de benchmark d'outils, ou très peu. Par exemple, on n'a pas vraiment de framework de benchmark avec plein de binaires à reverser, et avec du benchmarking de ok, mais est-ce que IDA, Ghidra, Binja, Radar, qui reverse le mieux ce binaire-là, combien ils ont identifié de fonctions, etc. Ça, on n'a pas ça, alors que ça fait des années que ces outils-là existent, que c'est une problématique majeure, et pourtant on n'avait pas de benchmark sur ça, parce que parce que les gens sont attachés à un outil, possiblement ils vont utiliser que celui-là et pas un autre, et ils vont pas s'embêter à répéter cette tâche-là. Là maintenant, avec ces capacités autonomes des agents, nous c'est ce qu'on a. Nous, il n'y a pas de raison, partant du principe que tu as de la compute CPU et que tu as du temps, voire que tu as planifié nos agents pour tourner à 2 heures du mat, ou le vendredi soir, et qui vont tourner tout le week-end. Il n'y a pas de raison que tu leur demandes pas de reverser ton binaire avec les 5 plus gros des compilers du marché. Et comme ça, tu merges le résultat, t'as le meilleur de tous les mondes. Et ça, clairement, c'est des choses qui deviennent possibles grâce à ça. Et en termes de différence, tu parles de rouler des tâches comme ça.
la différence entre les modèles open weight, les modèles commerciaux frontières, est-ce qu'il y a une réelle différence au-delà du coût, parce que probablement que les modèles frontières sont beaucoup plus coûteux, donc plus prohibitifs en termes d'usage versus des modèles open weight. Puis quel genre de modèle open weight vous allez préférer de regarder ou avec quoi vous travaillez? Ouais. Oui, complètement. Ouais. Quand même des grosses différences. Euh, Même tu le vois que certains modèles en fait ont été, on va dire dans leur cœur à l'entraînement, ils ont été plus ou moins faits pour être très verbeux ou pas très verbeux. Donc ce qui est aussi influe sur le prix. Te douter qu'un gros modèle frontière qui en plus est très verbeux va te coûter donc déjà en token il coûte plus cher et en plus il parle beaucoup pour rien dire des fois donc voilà donc ça typiquement ouais, on le voit il y a un peu une différence. Nous, on trouve que les modèles open weight sont quand même un peu moins verbeux, un peu plus directs à ce niveau-là que les gros modèles frontières. Et après, là où on voit la plus grosse différence, notamment sur les petits modèles, c'est est-ce que c'est du dense ou est-ce que c'est du MOE, du Mixture of Expert. Et ça, typiquement, on voit bien. Nous, on voit que les denses, dans notre cas, ont des meilleurs résultats parce que justement, on les guide déjà assez. On leur dit bah, quoi faire, comment le faire, etc. Et en fait, vu qu'on leur a donné ça, le fait qu'ils soient en danse avec pas mal de contexte en entrée, on a des bons résultats. Les petits modèles en MOE, donc tout ce qui est Mixture of Experts, c'est-à-dire un modèle qui a plein d'expertises différentes et qui a vraiment une loupe interne de un peu de feedback. Et c'est un peu vraiment comme s'il allait penser longtemps avant de sortir le résultat. Lui, typiquement, peut être intéressant vraiment sur des modèles où on n'aurait pas donné trop de data. On l'aurait pas encore trop spécialisé. C'est plus des modèles d'exploration, je trouve. C'est là où ça a un peu un intérêt. Mais l'ennui principal que nous, on va aussi avoir, c'est qu'on essaye, nous, avec notre plateforme, d'avoir une traçabilité et de pas se dire nos agents sont vraiment en black box et on sait pas ce qu'ils font. Nous, on veut que l'opérateur, l'utilisateur de la plateforme, sait exactement ce qu'a fait les agents pour qu'ils soient capables de dire est-ce qu'ils sont allés dans une mauvaise direction ou pas. Et ça, cette traçabilité, typiquement aussi avec des modèles en MOE, on va un peu moins l'avoir. On va pas forcément récupérer tout le feedback de comment ils pensent en interne et en plus, ça voudrait dire une connaissance assez profonde de comment le modèle a été entraîné et à quoi il ressemble en interne. Donc ouais, ça rajoute un peu de complexité. Donc oui, on préfère se focaliser sur des petits modèles denses à ce niveau-là. Et pour nos agents, l'agent d'orchestration, oui, on préfère un gros modèle parce que lui, il planifie. Donc il faut qu'il ait pas mal de contexte. On n'a pas Pour l'orchestrateur, on a besoin d'1 million de contexte. Pour des petits agents, des sous-agents spécialisés, typiquement celui qui fait la génération de rapports, il n'a pas besoin d'1 million de contexte, lui. Lui, il a un pattern de à quoi doit ressembler un rapport, des findings, etc. Et s'il a besoin de data en plus, il va aller la demander à l'agent en capacité de le faire. Il va pas le faire lui-même. Donc nous, on a aussi une communication interagent comme ça. Euh, donc voilà, typiquement lui, il a un tout petit modèle, tout petit modèle dense et ça fait très bien le travail. Et ça, sans vouloir nécessairement vendre le mérite, parce que ce qui va être dit là sera peut-être plus valide dans 3 ou 6 mois. Quels sont les modèles open web qui vont être utilisés pour vous aider justement dans ces petits contextes-là versus le modèle frontière pour l'orchestration? Nous, on trouve qu'il y a quand même il y a des petits modèles open weight qui sont quand même très très bons. Hein. On prend des Qwen 3.6 typiquement, ça marche en petits modèles justement qu'on peut faire tourner. Alors même sur des Mac Mini, Mac Studio, ça tourne. Sur des laptops des gens, ça tourne aussi. Encore plus si on prend des versions euh, euh, Quantize, etc. Donc déjà ces modèles-là, en l'occurrence, je dirais les top of the art là actuellement, quand on se parle, Qwen 3.6 et Gemma 4, c'est un peu les deux en petit modèle. Euh, Après, en modèle un peu plus moyen, euh, nous on aime bien, nous on aime bien Nemotron.
Nemotron 3 Ultra, on commence à avoir aussi des bons résultats. Il y a des choses intéressantes. Ce qui est assez intéressant sur ces modèles-là, c'est qu'on peut les utiliser en gratuit. Euh, Par exemple, si vous allez sur OpenRouter ou d'autres sites, il va y avoir du free API pour un certain nombre de modèles et ça change un peu toutes les semaines. Les modèles chinois jouent beaucoup là-dessus pour faire pour faire de la pub sur leur modèle, ce qui marche très bien. Et en plus, au final, je pense qu'ils doivent récupérer de la data, donc ça arrange tout le monde. Mais voilà, typiquement, Nemotron 3 Ultra est en gratuit en API via ces choses-là ou directement via Nvidia. Donc ça, c'est assez intéressant. Et après, sur les gros modèles, oui, nous on utilise pas mal GLM 5.2. Là, on est en train de faire pas mal de tests sur Kimi 3. Euh, Là, on attend un peu les prochains. Dès qu'il y en a qui sortent, on les teste. On avait testé aussi HY3, je crois, celui de Huawei de mémoire. Mais voilà, on en teste pas mal. Mais ce qui est intéressant de voir, euh, c'est qu'il n'y a pas que les Chinois. C'est vrai qu'en étant français, j'ai même pas trop parlé de Mistral, mais les modèles de Mistral étaient bons au moment de leur sortie. Là, ça fait quand même longtemps qu'ils n'en ont pas sorti des nouveaux. Je pense que ça va changer bientôt, mais oui, dès qu'il y a des modèles open weight, on les teste, on voit. Et, euh, et oui, je suis plutôt content que typiquement même des boîtes comme Google au final, qui ont Gemini, qui ont des modèles qui font de l'API payante, etc. En fait, font quand même des modèles open source avec Gemma 4. Nvidia, bien sûr, le fait aussi. Donc, il y a quand même des gros acteurs dans l'industrie qui font des modèles open weight. Et justement, là, au moment où on se parle, ils ont sorti, je crois, une lettre, une sorte de lettre ouverte. Je crois que c'est le CEO de Nvidia qui a fait ça avec pas mal d'autres gens, en disant que oui, il faut pas bloquer les modèles open web. De toute façon, je veux dire, c'est comme bloquer l'open source, quoi. C'est un peu absurde, puis effectivement, c'est très intéressant. Ça l'amène en tout cas, plusieurs tracks de réflexion. Euh, Surtout dans le contexte dans lequel vous êtes, parce que vous faites de la recherche ou des travaux pour des clients qui ont des besoins, puis dans certains cas, avec de l'information qui est confidentielle. Et comment vous balancez ça? Parce que des fois, vous pouvez effectivement utiliser des gros modèles frontières en API parce que ça n'a pas de conséquences, parce qu'il n'y a pas tant de confidentialité. Mais quand on arrive dans des contextes où la confidentialité est beaucoup plus élevée et donc vous ne pouvez pas utiliser des modèles frontières ou des modèles qui sont en dehors du territoire du client en question. Généralement, si vous êtes en France, ben, ça va être Mistral, à la limite qui va être accepté jusqu'à un certain point. Comment vous naviguez dans cet espace-là de complexité légale, régalien, Ouais, souverain? souverain. Non, complètement. Mais c'est une grosse problématique et nous, c'est quelque chose où ça fait partie des discussions les plus importantes qu'on a avec nos clients parce que nous, on ship en on-premise, voire en on-premise air-gap. Donc ça veut dire que nos clients, il faut qu'ils soient capables d'avoir des modèles d'inférence, enfin des serveurs d'inférence pour faire tourner des modèles en local. Et justement, quand on fait des pilotes avec eux pour tester notre outil, etc., ou des missions de consulting, bah oui, typiquement, on a cette problématique. Donc, nous, on a un peu de matos au bureau. Donc, typiquement, dans le talk à l'EHAC, je parlais des DGX Spark, qui sont un très très bon rapport qualité-prix, qui permettent de tester pas mal de choses. Nous, on a aussi un Mac Studio M3 Ultra, 512 Go de RAM, donc je l'ai acheté avant qu'il disparaisse, donc j'ai le nez fin sur celui-là. Donc c'est cool, ça nous permet de tester justement des gros modèles. Alors c'est un peu lent, mais au moins ça nous permet de tester des gros modèles. On n'a pas encore de, on n'a pas le budget pour avoir des B300 ou ce genre de choses à 400 ou 500 000 bahts le serveur. Donc, on n'a pas encore le budget pour ça. Par contre, typiquement, parmi les choses qu'on attend, nous, c'est la DGX Station qui a été annoncée. Donc, j'espère qu'elle sortira assez rapidement. Là, vraiment, ça va être assez game changer, je pense, parce que euh, ça va monter jusqu'à 768 gigas de VRAM. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire tourner des gros modèles et toujours avoir un peu de place pour du contexte. On parle quand même de rapidité. Je crois de mémoire, on est à 2000 teraflops secondes. 2000 ou 20 000.
bonne question. Et je crois que c'est 20 fois plus qu'un DGX Spark, donc je crois que c'est peut-être plus 20 000 ou pétaflop, bref. Donc hyper rapide. Et donc là, c'est vraiment c'est le form factor d'un PC gaming, un gros PC gaming, avec les capacités d'un serveur. Donc là, nous typiquement, ça va être ce genre de choses qu'on va acheter. Je sais que ça va nous coûter 100 000 euros, mais voilà, c'est typiquement ce genre de form factor aussi que nos clients vont avoir de plus en plus s'ils veulent pas un format serveur ou s'ils font pas du private cloud. Et donc là, utiliser des serveurs d'inférence sur typiquement en France, plus souvent, on a OVH, Scaleway, etc., qui sont capables de fournir de louer du GPU, même s'ils en ont pas beaucoup, et c'est assez compliqué de les avoir. Là, typiquement, c'est ce genre d'alternative qui va être assez importante pour nous. Et, et voilà. C'est aussi pour ça qu'on teste les petits modèles, parce que typiquement, nous, on a aussi regardé les DGX Spark, on en a deux, et on est en train aussi de regarder pour faire de la clusterisation de DGX Spark. Et donc là, typiquement, une alternative, c'est un DGX Spark on va dire nous 4 000 euros. Ça, 128 Go de VRAM. Si on en met 5 ou 8, voilà, on reste en dessous d'un budget à 30 à 50 000, mais on aurait des capacités pour faire tourner des gros modèles. Alors pareil, la problématique, c'est la rapidité toujours. Mais c'est là où autrement beaucoup de gens vont utiliser des Nvidia 6000 Pro. Euh, mais c'est que 96 Go de VRAM. Donc c'est beaucoup plus rapide, mais il y a beaucoup moins de mémoire. Et 96, enfin je veux dire, même si on en met 4, et sachant que ça coûte 11 000 euros chacune, voilà. Il y a une économie aussi d'optimisation de coût qui est assez importante. Donc pour certains de nos clients, on a de la chance que eux, on va dire, ils sont assez gros pour aussi dépenser des centaines de milliers, voire millions en infra local. Et donc, ils ont des gros serveurs Nvidia qui tournent chez eux. Et donc là, c'est top parce que on a juste à s'interconnecter en API et voilà. Pour d'autres clients, c'est plus des petites équipes. Et donc là, nous, on va viser des alternatives comme ce genre de serveur. Très intéressant de s'approcher justement, puis ça éclaire beaucoup. On va continuer sur le Open Weight, justement, comme tu mentionnais, il y avait tout le volet qui a été annoncé dernièrement. On le voit beaucoup, où il y a une tension, principalement aux États-Unis, entre les modèles français et l'argent qu'ils veulent faire avec ceux-ci, ce qui est pas fou. Et de l'autre côté, le milieu de la recherche, les Chinois bousculent beaucoup et oblige notamment des Google à sortir comme Gemma 4, là, qui fonctionne quand même assez bien là, en local. Là. Je l'aime bien. Puis donne d'assez bons résultats, contrairement aux versions antérieures qui étaient plus ou moins intéressantes. Comment tout ça va venir influencer notamment le travail que vous faites? Parce que là, tu dis qu'il était moins verbeux, mais comment ça va venir influencer et comment faire le regard vers le futur pour vous autres, ces modèles-là, et comment tout ça s'articule pour ce qui s'en vient? Hmm. Moi, je pense que alors nous, on est content parce que à chaque fois qu'il y a des nouveaux modèles, euh, justement, en fait, ça permet il y a une vraie compétition, ça permet de challenger les autres. Il n'y a jamais eu autant de papiers de recherche et d'amélioration des modèles. Clairement, il y a sur les derniers mois, il y a un vrai travail aussi de la part de la communauté et de beaucoup de gens de passer à oui, certes, il y a des gros modèles énormes, mais vous ne serez jamais capable de les faire tourner. Et donc, on focalise notre recherche aussi sur justement des techniques d'optimisation de la taille de modèle. On pense aussi notamment au papier de recherche de Google, TurboQuant, qui a permis de réduire la taille du KV cache. Et donc, la taille que prenait le contexte en mémoire. Ça, c'est typiquement de la recherche et des choses qui vont directement nous impacter. Alors nous, en sécu, bien sûr, mais même l'utilisateur lambda, on peut déjà faire tourner des petits modèles Gemma 4 sur un téléphone portable. Donc nous,
moi, je pense que l'évolution de ça, bah, ça va être aussi vraiment une évolution du fait de d'avoir sa propre IA locale. Et on commence déjà à voir ça sur la plupart des PC. Et donc en fait, on va aussi arriver à un gap où bah, les gros modèles frontières vont sans doute majoritairement être utilisés par l'enterprise, là où des modèles locaux pourraient être utilisés et directement mis sur un PC. Et donc ça veut dire aussi que l'utilisateur va pouvoir bah, en termes de privacy, garder toute sa data en local avec son modèle qui aura tout son contexte de tout ce qu'il a sur son desktop, etc., et qui aura aussi une vision assez, ou sur son portable, et une vision assez affinée de ça. Donc nous c'est clairement ça. Enfin moi c'est clairement ça l'évolution que je vois. Et en termes de qui vont être les gros acteurs sur ça, bah oui clairement de toute façon enfin les Chinois c'est un peu leur objectif et c'est un peu leur manière de faire. Maintenant, ils ont vraiment une politique depuis quelques années de dire euh, de mettre en compétition des boîtes chinoises, mais pas juste une boîte ou 10 boîtes, c'est genre des milliers, voire dizaines de milliers de boîtes chinoises sur les mêmes sujets. Et cette politique de qui va être le meilleur et qui va sortir les meilleures choses. Donc c'est vrai que cette compétition un peu effrénée de leur côté, bah, ouais, ça presse un peu bah, les Américains ou d'autres gens. Mais au final, c'est pas, enfin, toujours la même chose, c'est pas plus mal. Celui qui en sort bénéficiaire, bah, c'est l'utilisateur parce qu'il a plus de choses accessibles. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal que on ait des modèles open weight qui commencent à être très très bons le plus vite possible. Parce que quand Anthropic ou OpenAI vont commencer à vraiment nous facturer le vrai coût que ça leur coûte et pas un abonnement mensuel, euh, ouais, là, ça risque de poser problème. Ça va piquer beaucoup quand ils vont commencer à mettre les vrais coûts. Là. On commence déjà à le voir, d'ailleurs, la hausse du prix des tokens est significative depuis les 12 derniers mois. Donc, on a un avant-goût du piquant qui s'en vient devant nous. Changer complètement de direction, tu as parlé de traçabilité de ce que les modèles font. On a vu la semaine dernière que OpenAI manque un peu de traçabilité de ce que ses agents font dans l'espèce de gymnase d'entraînement dans lequel ils pratiquent, notamment pour la cybersécurité. Fait que ça a eu des effets qu'on connaît et maintenant, ça leur a pris une semaine avant de s'en rendre compte. Donc, clairement, aucune traçabilité, aucune observabilité, absolument complètement dans le vide. Pour moi, c'est un manquement très grave. Vous autres, justement, tu l'as mentionné, vous préférez l'usage de modèles qui sont très traçables. Comment ça se représente? Comment vous le faites et comment vous l'utilisez, cette traçabilité-là, justement, pour vous donner la confiance que vous avez? Ouais, nous on fait vraiment en sorte que, en fait, on force nos agents et donc avec les modèles qu'ils utilisent en dessous, bah, justement à créer des tickets, à faire des messages quand ils communiquent les uns avec les autres. Nous, on a toute cette traçabilité, donc on utilise différentes choses pour l'avoir. Donc on essaie d'avoir une vision vraiment complète. On peut pas avoir la traçabilité réelle, on va dire au niveau des du réseau de neurones des modèles. En vrai, ça nous importerait peu. Ce qui nous intéresse plus, c'est les entrées-sorties, mais surtout qui communique, pourquoi il a choisi ça, avec quel tool il a utilisé, quelle commande il a utilisé, etc. Donc toute cette traçabilité, nous, c'est quelque chose d'hyper important, et encore plus quand on parle enfin voilà, quand nous on parle à des équipes de sécurité. Euh, Certains ont peur du grand remplacement, de se dire je vais me faire remplacer par une IA, et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas le cas. Tu vas augmenter, tu vas devenir peut-être plus un manager, un superviseur d'IA qui justement vont pouvoir tester et faire des choses bah, pendant que tu dors ou pendant que tu prends ton café. Donc c'est vraiment cette optique-là, et avoir une traçabilité, c'est hyper important. Donc ouais, non, c'est un critère très très important. Sur la partie typiquement avec ce qui s'est passé avec OpenAI et tout ça, nous tous nos modèles, c'est aussi pour ça qu'on a focalisé sur de la recherche de vulnérabilité offensive, mais plutôt côté binaire, low level, système. Nous, on fait pas de pentest web. On n'est pas notre plateforme, c'est pas du AI pen testing comme il peut y avoir. Alors les gros acteurs sur ça, typiquement aux États-Unis, c'est Crossbow.
Xbo, eux typiquement font ce genre de choses. Il y a de plus en plus d'acteurs qui font du AI pen testing. Nous, on ne fait pas ça, et une des raisons principales, c'est que justement, de la même manière qu'on l'avait avec OpenAI, je ne peux pas garantir que l'IA va pas aller taper quelque chose qu'il n'est pas censé taper, ou essayer d'exploiter le système live de mon client. Et donc, c'est impensable pour nous d'avoir ça. Nous, on se focalise sur du binaire. S'il y a besoin d'attaquer un système live, en fait, on le fait tourner dans une VM, on l'émule, on fait ce genre de choses, voire à terme, on émulera un full network avec tout ce qui peut être digital twin, etc. Mais c'est clairement ça la vision. Tous nos modèles enfin, tous nos agents sont sandboxés, ils ont des accès limités en termes de communication et de ce qu'ils sont capables de faire. Et ça nous permet aussi justement d'avoir une plateforme qui est air-gap compatible pour toutes ces raisons. Et là, tu as mentionné, il y a beaucoup de traces qui sont laissées par les agents. Comment ces traces-là sont analysées? Est-ce que vous utilisez d'autres agents pour analyser les traces, pour aider les analystes, ou si tu vas plus dans un modèle plus artisanal où c'est l'humain qui va tracer tout ça, parce que ça a quand même un volume assez important de traces qu'il doit quand même laisser là, pour l'avoir pour jouer un peu. Je me suis lancé de regarder les traces là, parce que ça en fait beaucoup. Ouais. Non, là pour le coup, on utilise on utilise différents frameworks. Nous, en back-end, typiquement notre plateforme, vu qu'on orchestre beaucoup de choses, on utilise du Kubernetes. Et il y a aussi pas mal de frameworks qui ont été faits. Il y a beaucoup de librairies open source sur justement de l'orchestration d'agents. Donc nous, on teste pas mal de choses. On contribue aussi dans certaines. Donc ouais, on utilise un peu toutes ces choses-là pour la traçabilité. En tout cas, traçabilité, communication agent to agent. Donc ça aide beaucoup. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est le fait que certaines choses sont devenues des standards. Nous, officiellement, ça date d'il y a un an, mais les prémices de FuseForge datent d'il y a avant un an, et on a eu des gros refactos entre temps parce que typiquement, on avait déjà développé un système d'orchestration, un peu de workflow. Donc on peut penser un peu à du no-code, NU10, etc. Donc on avait quelque chose comme ça où on faisait de l'orchestration, on avait un workflow, et justement on mettait cette connaissance directement dans le workflow, et après on faisait appel à des LLM à certains instants. Ce qui s'est passé, c'est que les skills sont devenus un standard. Et typiquement pour l'appel à des outils, les MCP sont devenus des standards. Et donc nous, on s'est adapté. On a refacto la plupart de la plateforme pour s'adapter à ça. Et du fait qu'on utilise les standards de l'industrie, que ce soit des skills, des MCP, A2A, donc agent to agent, qui est un protocole qui est devenu aussi un standard sur ça, le ADK de Google, etc. En fait, on utilise tous ces standards-là, et en fait, on les leverage aussi sur toute l'évolution qu'il y a sur ces outils, et toutes les contributions. Donc ça, je pense que c'est un des meilleurs, sans doute un des meilleurs moves qu'on a fait, qui est de s'adapter le plus vite possible à l'industrie, de pas avoir peur de supprimer 80% du travail qu'on avait fait à un instant T, en se disant en fait non, maintenant il y a un standard, on va pas accumuler de la dette technique, on va passer sur quelque chose de plus potentiellement pas plus efficace ou efficient court terme, mais qui va l'être encore plus avec le temps, et à la limite où on pourra contribuer. Donc toute la traçabilité, oui, c'est un vrai souci. Et donc oui, on utilise aussi d'autres agents pour analyser les traces, etc., les mettre en avant. Et même sur la partie UI, en vrai, on essaye de visualiser ces communications le mieux possible. Mais oui, certains sont très très verbeux. Ouais, ça devient assez lourd. Là, tu as abordé de refactoring, puis là, je vais encore prendre cette tangente-là. La présence du vibe coding, comment c'est utilisé, comment vous faites votre cycle de vie, parce que tu l'as dit, tu as refactoré parce que les choses ont changé, les choses changent vite. Donc, si on reste collé dans le passé, on devient une dette technique
en quelques heures, contrairement à avant, où ça prenait quelques années ou quelques dizaines d'années avant d'avoir une dette technique, là. Comment vous vivez ça? Comment vous avez intégré et comment vous en bénéficiez dans vos pratiques quotidiennes? Bah, je pense que le point le plus important, de manière générale, pour n'importe qui a des équipes de développeurs, et cetera, c'est, il y a jamais eu autant besoin de mettre en place des process. Le vibe coding, c'est génial, mais on peut vite dériver. Il faut aussi, les agents peuvent vite faire n'importe quoi. Et le meilleur moyen de détecter que quelque chose s'est mal passé ou qu'il y a une dérive, c'est de mettre en place des process. Nous, ça nous a forcé pendant quelques semaines, quelques mois, où on a vraiment on s'est posé et on a mis en place toute la partie CI/CD pour vérifier que les standards étaient bien utilisés, la documentation, etc. Euh, Identifier en amont telle et telle feature qui allait impacter telle ou telle chose. Donc il n'y a jamais eu autant besoin de se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment, de mettre à plat ces idées-là, de mettre les process et les guardrails, on va dire, à ce niveau-là, pour après avoir dispatché les tickets aux différents membres de l'équipe et de leurs agents, pour après aller plus loin. Donc oui, c'est vraiment ça. Je pense que mettre en place des process et cadrer, déjà c'est une très bonne chose. Même en interne, nous, ça nous a permis de brainstormer, de vraiment se poser et de se dire à quoi on veut que ça ressemble, quel tech on va utiliser, comment. Parce qu'en fait, en brainstormant et en posant ça à plat, on a pu mettre ça dans la documentation, se dire ça, c'est à quoi va ressembler la plateforme, c'est ça. Et en fait, ça c'est rajouté au contexte aussi de Cloud Code et de différentes choses qu'on utilise. Et donc forcément, l'agent va être aussi beaucoup plus orienté. Il va savoir que notre vision pour le produit, c'est ça. Et donc, si tu me proposes quelque chose, il faut que ce soit aussi aligné avec la vision. Wow. Super intéressant, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de s'inspirer de cette approche-là pour les aider à cheminer de façon sereine avec l'intelligence artificielle dans le vibe coding. J'ai pas mal fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais aborder? Euh, non, j'essaie de regarder par rapport à la keynote à l'EHAC, mais oui, on a abordé pas mal de choses, notamment sur vraiment toute cette partie outillage, le fait que voilà, un agent, il y a de la mémoire, il y a des connaissances, donc je pense que il y a aussi quelque chose que les gens doivent retenir, c'est que c'est aussi l'occasion de mettre par écrit leurs idées ou leurs connaissances ou ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc toute cette partie-là de créer une mémoire pour la donner à des agents. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et au final, il y a quand même pas mal de tools. Justement, on peut utiliser maintenant des LLM pour ça. Donc, je pense que ça, c'est un des quick wins assez rapides aussi pour les gens, de manière générale. Pas que en cyber, mais en cyber, ça joue beaucoup. On fait beaucoup de recherches, on teste des choses, etc. Moi, j'essaye d'avoir le plus souvent possible une session Claude qui tourne en deep research sur un sujet qui m'intéresse et il va passer quelques heures à aller plus loin et à aller diguer et me faire un bottin, un livre énorme de plusieurs centaines de PDF, enfin de pages de PDF sur tel ou tel sujet dans le détail. Ça, j'essaye d'avoir tout ce genre de choses et que ça alimente une sorte de connaissance globale. Donc cette côté-là, mémoire, beaucoup. Euh, dans le talk, on parle aussi forcément de la partie tooling MCP, on en a parlé ensemble. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que en développant la plateforme, on se dit pas que les agents vont nous remplacer. On se dit surtout que les agents vont faire des tâches à faible valeur ajoutée. Moi, j'ai fait du reverse pendant des années. Passer ma journée à faire clic-clic dans IDA Pro, c'est je passais pas les meilleures journées de ma vie, quoi. Donc pour moi, je peux comprendre qu'on aime, mais pour moi c'est pas la valeur ajoutée la maximum. Donc typiquement ça, automatiser le reverse avec des agents, faire de l'émulation, tester. Il y a plein de choses comme ça où la valeur ajoutée, elle est beaucoup plus sur la recherche plus que
l'action opérationnelle. Ça, je pense que les gens s'en rendent pas assez compte. En tout cas, en cyber, les gens aiment bien se dire que j'ai été efficace, j'ai codé mon script, il est parfaitement codé, il est beau, et je vais pouvoir m'en servir, etc. Et j'ai passé une journée à faire ça. Moi, je suis vachement plus loi de Pareto, 80-20, et donc si je peux passer 20% de mon temps pour avoir 80% du résultat, ça me va très bien, et le reste du temps, je peux faire de la recherche et d'autres choses. Donc, je pense que les gens vont peut-être changer aussi ce truc-là. Je comprends, hein, j'étais comme ça avant, quand j'avais du temps. Maintenant, j'en ai plus, donc j'essaie d'aller au plus vite et au plus efficient. Donc voilà, toute cette partie-là aussi, MCP, les tools, pour moi, en fait, j'ai jamais eu autant envie de coder des nouveaux outils que maintenant, parce qu'avant il y avait aussi cette barrière à l'entrée, même pour de la recherche, etc. De se dire voilà, j'avais une to-do list de j'aimerais bien tester ça, mais en fait je sais que rien que de me mettre dedans, commencer le truc, je vais perdre une demi-journée. J'ai pas une demi-journée, je le fais pas. Là maintenant, ça, en termes de, je trouve, de créativité, en tout cas en recherche en cyber, c'est hyper intéressant. On peut dropper des idées et voilà, de demander à Claude, ok, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce qu'il y a déjà eu de la recherche? Qu'est-ce que t'en penses, machin? Et, et ça va ressortir des trucs intéressants. Et moi, typiquement, j'ai soumis un talk, on va s'est accepté à Black Hat Europe 2026 sur des vulnérabilités qu'on a trouvées sur toute la stack de positionnement GPS qui s'appelle GNSS RTK, donc ce qui est utilisé par des drones et des choses comme ça. On a trouvé des CVE là-dessus. Et typiquement, voilà, l'idée de aussi soumettre ça à Black Hat, c'est parce que j'ai demandé à Claude, fais de la recherche, dis-moi qu'est-ce qui a été publié sur cette recherche-là dans le monde, etc. Et en fait, avec plusieurs allers-retours, il m'a dit, en fait, ça, c'est innovant. Ça, il y a pas de publication sur ce que tu as fait là spécifiquement, en gros, essayer de faire des RCE sur des drones à partir de stations de base RTK. Il dit, il n'y a pas de documentation là-dessus. Il y a plein de documentation sur du spoofing, d'autres choses, sur ce genre de sujet, mais ce sujet-là en particulier, il n'y a pas. Et ça, typiquement, je pense que je l'aurais pas forcément, j'aurais pas poussé la recherche, mais le fait de savoir que c'était innovant, qu'il n'y avait pas, et en plus que c'était quelque chose qui m'intéressait, ça m'a permis d'aller plus loin et de le faire de manière assez efficace. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment, je dirais, le TLDR de ça, c'était, oui, pas besoin d'être un mythos pour faire de l'offensif, mais surtout, ça n'a jamais été le meilleur moment pour être imaginatif et tester des choses que maintenant, qu'on peut avoir littéralement une armée de stagiaires, en quelque sorte, d'agents stagiaires spécialisés qui peuvent faire nos tâches à notre place. Oui, absolument. Puis, ça effectivement, ça a eu le même effet sur moi, c'est-à-dire j'ai recommencé à coder, ce que ça faisait plus qu'une dizaine d'années que j'avais pas vraiment fait. J'ai recommencé à toucher pour moi, c'est des enablers, c'est des accélérateurs qui me permettent d'avancer plus loin, donc de tester. J'aime beaucoup le wrap-up que tu as fait avec ça parce qu'effectivement, c'est où je me situe à l'heure actuelle. J'ai l'impression que c'est aussi où beaucoup de gens se situent et où devraient voir la valeur qui arrive avec ça. Je te remercie énormément de ton partage. C'est une très belle conversation. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'espère qu'on en aura d'autres parce que je pense que je pense qu'on a ouvert quelque chose puis je pense qu'on va être capable d'aller explorer plus loin. Je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. C'était un plaisir.